les aventurières et bonjour les aventuriers de Descent, légende des ténèbres. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce que nous propose l'application. Alors, ça va pas être une vidéo de gameplay en soi, mais plutôt une vidéo découverte. Alors, du gameplay, il va y en avoir un petit peu, mais on va pas du tout s'attacher à faire de A à Z l'introduction de la campagne. Ça, je me la réserve pour ma partie complète. Non, là, j'avais un petit peu comme d'habitude, avant de commencer des campagnes, quand il y a une application, j'aime bien décortiquer un petit peu ce qu'elle va proposer. Ça m'aide énormément à me projeter et à valider le fait que oui, le jeu va me plaire beaucoup. Parmi les points que j'aime bien résoudre, ce sont par exemple le nombre de sauvegardes. Combien de fois on pourrait lancer une nouvelle campagne? On pourrait croire que ça n'a pas un grand intérêt, mais n'empêche que, imaginons que je veuille, le jeu me plaît, mais alors de dingue. Je vais me lancer une campagne en mode normal. Au bout de 5-6 aventures, je vais me dire, ouais, non, il est vraiment bien, j'ai envie tout de suite de tester d'autres voies, d'autres options. Je vais me relancer la partie en mode difficile. Ouh, ya, c'est trop compliqué. Je garde mes deux premières sauvegardes, bien sûr, mais je vais m'en lancer une, histoire de voir en partie facile. Tiens, il y a un groupe de potes qui vient, ah, ça a l'air bien ton jeu, bah ouais, allez. On sait qu'on va se voir 2-3 fois d'affilée, on va se commencer une petite campagne. Allez, je recrée une sauvegarde, j'en suis déjà à 4. Est-ce qu'on peut en faire plus? Et bien ça, je veux le savoir pour anticiper. Je veux aussi connaître, selon les modes de jeu, les niveaux des ennemis. Avec l'appli, je veux voir les différentes options que l'on va avoir. Le glossaire, les options de sauvegarde, parce que j'ai entreaperçu qu'il y en avait qui étaient assez poussées. Donc tout ça, ça m'intéresse. Restez si vous aussi ça vous intéresse. Ça pourrait être un élément qui fasse que oui ou non vous basculez malgré le prix, vous basculez sur descendre parce que vous êtes intéressé avec les jeux de société qui ont une application. Et là, normalement, FFG nous a fait une application plus plus. Alors, pour démarrer, déjà, le plateau que vous voyez ici n'est absolument pas le plateau que l'on va avoir quand on va lancer la nouvelle campagne. Pas du tout. J'ai placé ça histoire d'agrémenter un petit peu la scène. De même que nos héros ici, nous voyons que nous n'avons que Vaerix, Bryn et Cyrus. Alors je n'ai pas mis Galaden qui est là, tout simplement parce que sa figurine d'une part n'est pas peinte, et d'autre part je n'ai pas encore bien réglé mon problème de lumière. Voyez ce que ça donne si je le place ici. Ceci dit, si je coupe le plafonnier, ah bah là pour le coup c'est pas mal. C'est pas mal parce que j'ai la lumière du jour derrière moi. Si je repasse sur la caméra 1, alors on a le reflet ici de la lumière blanche que j'ai, une ampoule lumière blanche que j'ai achetée en début de semaine. Ça va être un peu crado. Bon, c'est pas trop le sujet de la vidéo, on est bien d'accord, puisqu'on s'intéresse principalement à l'application. Donc ça, ce sera à résoudre dans ma nouvelle pièce à jeu. Au passage, grand merci à Ludiquement Solo de la chaîne Ludiquement Solo qui a pris du temps de 3 heures facile pour faire un gros paramétrage de mes deux nouvelles webcams. Donc ma première 1080 HD là pour le plateau de jeu et puis la seconde caméra déportée pour les persos, ce qui va m'amener énormément à revoir la façon dont je vais faire les vidéos de campagne. Ça ne peut être normalement que du plus. Allez, on rentre dans le vif du sujet pour ne pas trop s'égayer n'importe où. Je vous place l'application de Descent. Je vais peut-être remettre un chouille de son parce qu'il est assez sympa. Je ne vais pas trop en mettre parce que là je suis en train de passer par BlueStacks pour lancer et faire les tests de l'appli.
Vous pouvez bien sûr jouer à partir de la tablette, hein. Vous la lancez aussi tout à fait habituellement par téléphone, par la tablette ou par le PC. Avec l'avantage du PC, c'est qu'on a un grand écran. L'image est donc beaucoup plus sympathique. Je vous déconseille les jeux avec application sur un téléphone. Au pire unlock, c'est peut-être pas trop gênant. Mais écran réduit, franchement, c'est pas quelque chose qui me séduit. Là, ça va être un mix, pour le coup, entre du jeu vidéo et le jeu de plateau. Et moi, ça, je suis particulièrement preneur. Alors, on commence par quoi? Par le commencement, bien sûr. Ce qui va m'intéresser, moi, dans les différents tests là, c'est de voir combien, donc je l'ai dit, on peut faire de sauvegarde, mais surtout tester par rapport aux ennemis l'ajustement qu'aura fait FFG. Est-ce que ça va être vraiment bien goupillé ou est-ce que c'est du flan? Et du flan à 70 euros, excusez-moi, mais ma boulangerie les vend quand même moins cher que ça. Allez, on commence avec nouvelle campagne. Entrez le nom du groupe. Eh bien, ce sera un groupe test à 4. Mais sauf que là, ça n'écrit pas forcément. Il faut cliquer ici au bon endroit. Test. Je veux un groupe de 4 en mode normal. Tout ce qu'il y a de plus normal. Pour commencer, j'en suis où là? Nord, mal. Voilà. Test 4 persos en mode normal. On y va. Ici, on arrive sur la difficulté de quête. 4 modes différents. Déjà, ça, c'est très plaisant. Le mode croisière, où on a une santé de l'ennemi et tactique de l'ennemi avec un moins vert. Donc, les ennemis et leurs tactiques vont être amoindris. En mode standard, ah tiens, j'avais pas cliqué. Ouais, mode croisière, ça c'est clair, c'est assez magnifique. Le mode standard, on ne touche à rien. Les valeurs ennemis, tactique par défaut. Le mode héroïque, par contre, là, ça commence à être un petit peu plus corsé. La santé de l'ennemi est en plus par rapport au mode croisière. Et par contre, là, ce sont les dégâts des ennemis qui sont en plus orangés. Alors que dans le mode croisière, ce qui est amoindri, ce ne sont pas les dégâts, mais la tactique même de l'ennemi. Donc on va avoir affaire à des ennemis au comportement un peu plus neuneux, je pense. Alors qu'ici, le mode héroïque, finalement, le comportement va être correct, très certainement calqué sur le mode standard, mais ça va être un peu plus chaud quand on va se faire tabasser. Ils vont frapper plus fort. Ici, nous avons en dernier le mode martial. Alors là, par contre, gros challenge. Le mode martial égale cauchemar. C'est-à-dire que la santé des ennemis est en plus orangée, donc comme en mode héroïque. Par contre, les dégâts des ennemis, il y a 2 plus rouges, alors que en héroïque, on n'a qu'un seul plus orange. Donc là, je vous dis pas, ça doit faire très mal. Quand je vous parlais du nombre de sauvegardes que l'on peut lancer, c'est là où ça peut être intéressant de se dire, allez, pour le fun, j'ai bien avancé, je vais m'octroyer une petite pause, rejouer différemment, et on se lance la campagne en mode martial, parce que je connais bien les tactiques, je connais bien les possibilités, je connais déjà les ennemis que propose le scénario, donc je vais anticiper pas mal de choses. Ça peut être sympa. Alors ça, clairement, c'est pas pour moi, hein. Le mode martial, même pas en rêve. D'autant plus que la valeur de défense des ennemis est en plus orange, donc est supérieure à tout le reste. On va rester en mode standard. Je lance. Pendant que je vois le petit background là qui nous expliquait, on va passer là-dessus, hein. Je ne me spoil déjà rien de tout ça. Et pour vous aussi, ce n'est pas le but de la vidéo. On fait continuer. Là, on va arriver dans quelque chose qui est parlé. C'est l'introduction parlée. Alors c'est sympa, hein. Je vous mets du son. Par 3 fois, Terinote s'est trouvé au bord de l'abîme. Voilà. Par 3 fois. C'est sympa parce que la lecture est bien faite et la voix est aussi sympa.
on fait continuer, on passe. On arrive sur les 2-3 minutes de pré-intro où on nous explique pourquoi on se retrouve à être tous ensemble. Ça c'est pareil, je le passe. Alors tiens, par contre, je vois que autant on peut passer en cliquant en bas à droite là, autant par contre on ne peut pas passer toute cette scène-là dans son intégralité. Ah oui, mais c'est normal parce que vous allez voir rapidement, là on va être questionné, on va avoir des choix de dialogue pour le background de nos persos, donc il faut aller au bout. Mais par contre, en haut à gauche, on voit qu'on a la flèche de retour. Si par exemple vous jouez à 4 et qu'il y a le joueur qui ne peut pas s'empêcher de faire des commentaires pendant la lecture de choses importantes, qui valorisent l'immersion du jeu, on a tous un joueur comme ça qui ne peut pas s'empêcher de la ramener. C'est particulièrement chiant. Et bien là au moins, après lui avoir lancé un ta gueule collectif, on revient en arrière et puis on reprend tranquillement. Et voilà, on avance, c'est une évidence. Donc, dialogue entre Cyrus, Galaden, etc., etc. Bryn qui s'en mêle. Je vous rappelle qu'au début de la campagne, personne ne se connaît visiblement. On se retrouve tous à être autour d'un feu de camp. C'est la nuit. Du jeu de rôle pur de dur que l'on aime. Et il faut aller jusqu'à ce que Cyrus se mette à questionner nos camarades, enfin ses camarades. Allez, voilà, j'ai vu passer, je vais essayer de deviner. Voilà. Il commence avec Bryn. On a un choix là déjà, ça c'est très très sympathique. Alors Bryn, c'est bien votre nom, voyons voir, je pense que. Et puis on peut l'orienter mercenaire aguerri ou princesse. Là j'ai pris mercenaire aguerri, oui parce que j'ai cliqué trop vite. Mais ceci dit, je voulais vous dire par rapport à ça que je pense, et j'espère même, que FFG a prévu ça, intégrer ce genre de choix pour que ça nous suive tout au long de notre aventure. Quand on va être en phase de ville, eh ben peut-être qu'une rencontre va faire que ça va concerner Bryn principalement. Peut-être aussi que avec certaines quêtes intermédiaires, on va en trouver qui vont concerner l'un de nos héros, par exemple Vaerix, par rapport au choix que l'on aura fait. Et ça, c'est super cool, parce que ça amène de la rejouabilité, bien sûr. Et je pensais à quoi? Ah oui, c'est parce que j'ai prononcé le mot phase de ville. Comme avec Gloomhaven, avec le dernier que j'ai fait, Ciné Temporé, avec Voyage en Terre du Milieu, il y a des phases comme ça, où intercalées entre chaque scénario de campagne, on va retourner à la ville et on va pouvoir accomplir différentes actions qui vont nous permettre de nous booster, d'acheter du matériel, de le vendre. Plein de petites options qu'on ne découvrira pas là parce qu'on n'ira pas aussi loin. Mais en tout cas, c'est très très poussé. Ça, c'est cool. Lui, on va lui dire ça. Vous avez eu largement le temps de dire, mais bon, ça n'est pas grave. On zappe, on zappe. Alors, je sais plus si je vous l'ai dit, mais je n'ai jamais lu en entier l'intro là. Je ne veux pas savoir encore de quoi il en retourne. Allez, tout ça, on passe. Je crois que c'est après seulement que l'on choisit le nombre de personnages. Oui, parce que là, on voit qu'on a nos 4. Alors là, j'ai pris quoi? On a dit que j'avais pris le test 4 en mode normal. Donc, il faut que je le raisonne comme ça. Voilà. Ici, sélectionnez les héros. Pour cette quête, une quête nécessite la participation de 2 à 4 héros. Et les joueurs peuvent choisir différents groupes de héros pour chaque quête. Ça, c'est important. Dans la boîte de base, vous avez jusqu'à 6 héros. Donc 2 vont être débloquables au début de la campagne, je pense assez rapidement. Et ce qui fait que en cours de campagne, vous avez le choix de choisir non pas 3 héros, mais vous rajoutez Galaden, vous rajoutez Vénard, vous enlevez Cyrus et puis finalement vous jouez qu'à 2. Enfin, il y a beaucoup de possibilités d'un scénario à l'autre. Ça, c'est cool aussi. Donc là,
On prend Brin. Je vais vous faire écouter aussi que nous avons Une mission essentielle. une mission essentielle. Chacun Je m'en occupe. y va de En son route. petit commentaire. C'est pas mal. Je rebaisse que ça ne pourrisse pas le son. Et là, on rentre dans le jeu lui-même. L'application nous raconte des trucs. Je vais choisir Brin en tant que garde. Ici, on a Brin monte la garde. Je vous rappelle que c'est la nuit. On nous explique qu'il se passe quelque chose. Et là où l'appli est bien faite, c'est que, puisque c'est le scénario d'introduction, on commence à nous détailler nos possibilités. Là, c'est très très bien et c'est très important, je vous le signale. Vous allez voir que tout le livre d'apprentissage, qui est déjà en soi très bien fait, qui comporte 32 pages, l'intégralité du bouquin, on le retrouve dans le système d'apprentissage et surtout le système de glossaire que propose l'application. C'est-à-dire que, là, ça nous explique que l'on a accès au tutoriel. On nous parle des strates. Alors, pour mémoire, les strates, je vous rappelle que ce sont ces zones-là. Des petites tuiles qui nous apportent 4 environnements différents. Là, je vois de l'eau, il y a du poison, des pieux et de la braise. Voilà les 4 environnements. Ce sont des tuiles que l'on va superposer comme ça. Pour le coup, on va les superposer sous les tuiles de jeu normales, de façon à agrémenter le plateau et puis surtout nous amener des possibilités d'agencement qui sont quand même assez intéressantes. Et pour en revenir à l'application, quand on clique sur le mot strat, vous allez voir un chargement, voilà, et on arrive dans le glossaire qui nous donne vraiment mais tout ce qui concerne les strates. Comme je vous le disais, en strat, on a les braises, on a l'eau, on a les pieux, on a le poison. Tout ça accessible directement dans l'appli, vraiment très très bien pensé. Et là, on nous a bien dit, on a accès aux options de l'application, ou bien en passant par le guide de référence depuis le menu, ici, mais ça on y reviendra, ou bien en cliquant longuement sur les mots en surbrillance. Alors là, pas d'intérêt de cliquer longuement sur en surbrillance parce que ça n'a aucun intérêt, mais je l'ai fait quand même. Hein. Bah, dit, on va au bout du truc quand même. Euh, on fait continuer. Le placement des tuiles, le placement de la strate, continuer. Encore élément de règle. On avance. Et là, on a positionnement des premiers pions. Alors, je vais les placer vraiment n'importe où. Ça n'a pas d'intérêt en soi pour l'instant. On a un second pion vu. Attention à une chose, à partir du moment où il y a un joueur qui va piloter l'application, choisissez un joueur qui n'est pas foufou, qui n'a pas le syndrome du clic partout parce qu'on nous le demande. Prenez un joueur qui prend en compte qu'il n'est pas tout seul, qu'il joue en coopératif et que les autres ne vont pas avancer au même rythme que lui pour peu que tout le monde ait l'application sous les yeux. C'est plutôt important. Les pions vus, rebelote, si je clique, on a ce à quoi ils correspondent. J'ai pas besoin d'ouvrir le bouquin. On ne perd pas de temps. Vraiment excellent. En plus, c'est très bien fait parce que vraiment visuellement, on a, les pions qui sont dessinés, c'est top. Ça, vraiment, c'est top. Bravo FFG. On nous demande de placer Brin. Bah oui, allez, je vais la placer là, peu importe. On s'en fiche. Alors quand je vous dis là, que je vous montre, elle est là. Brin vient d'apparaître. Crac. Et ensuite, si on continue de progresser, hop, vous voyez la connerie. J'étais prêt à cliquer sur fin de phase. Heureusement qu'on a le bouton continuer ici. Blablabla. Bla bla. Objectif mis à jour. Ça, c'est important dans toutes les applications des jeux FFG, des jeux en campagne comme ça. Ça, c'est magnifique. Voilà. Désolé pour cette sonnerie de téléphone.
Je reprends pour dire que les objectifs sont très importants à suivre dans les applications FFG comme ça, parce que c'est ce qui va donner le timer sur votre potentielle réussite ou échec de la mission. Généralement, les applis chez FFG sont plutôt très serrées en termes de timing. Plus le temps va avancer, plus les phases et les tours vont s'enchaîner, plus l'application devient méchante. Je ne sais pas si c'est le cas dans ce Légende des Ténèbres, mais en tout cas, soyez vigilants avec les objectifs actuels. Faites en sorte de les coller et de les prioriser au maximum. C'est toujours assez sympa quand on a un chouette plateau de jeu d'aller voir un petit peu à droite à gauche les éléments de terrain que l'on peut explorer. Euh, N'empêche que vous avez vite fait de perdre du temps et parfois c'est très frustrant parce que pour avoir fait deux actions de trop en allant renifler un arbre ou en allant voir ce qu'il y a sous un escalier, eh ben on se retrouve à un échec de mission parce qu'on a perdu ce temps. C'est dommage. Donc, moi, ce que j'ai en tête, en tout cas, c'est que à tous les jeux de chez FFG, jusqu'à présent, c'était ça. Après, il peut y avoir une incidence, comme on l'a vu, par rapport au choix du mode de difficulté que l'on a pris. Ceci dit, quand on voit le descriptif des, comment, des valeurs qui sont modifiées par rapport à tel niveau facile ou tel niveau martial, ça a plus tendance à jouer sur les ennemis eux-mêmes, mais pas trop sur la campagne, sur ce qui est scénarisé en tout cas. Donc là, on nous demande d'explorer les ténèbres autour du lac. Ok. Alors là, on va rentrer dans la partie gameplay, mais toujours en utilisant l'appli, bien évidemment. Comment est-ce que l'on fait pour activer quelque chose sur le terrain? On sélectionne un de nos personnages, en l'occurrence là, Quebrine. Ça me plaît pas que ça apparaisse. Si je fais ça, ah ouais, ok. Donc en fait, on clique juste dessus, mais sans afficher ses armes. Donc ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Je ne vous en parle pas. Par contre, Brin, je veux qu'elle explore. Et vous voyez, je laisse appuyer et je clique. Alors on considère qu'elle est ici. Hein. Dans l'application, à aucun moment, vous n'allez savoir où se trouvent vos personnages et les ennemis sur le terrain. C'est à nous de bien faire attention. Et là, encore une fois, attention aux joueurs qui cliquent un petit peu trop vite quand on a un nouveau positionnement de personnage ou de décor. Attention à ne pas aller trop vite. Donc là, notre Brine, elle part bien d'ici. Ok. Bah, dans ma phase de déplacement, on voit qu'elle peut avoir 3 points de déplacement. C'est ce qui est juste sous sa corne à droite, là. Elle a 3 points de déplacement. Bon, bah ok, super. Si elle démarre ici, elle fait 1, 2. Pour peu qu'elle soit adjacente à un pion vu et ça ne coûte pas une action, on peut le déclencher. Avant de le faire, ça me fait penser à une chose. Comme dans toutes les autres applis FFG, vous cliquez simplement sur un jeton ou un élément de décor qui est notifié par l'application et ça nous explique ce que c'est. Ce qui peut nous guider aussi, soyez vigilants à ça, généralement ça a un intérêt que ce soit écrit, ça nous donne des indications sur ce que l'on peut potentiellement trouver. Là, le sentier poursuit sa course dans une pénombre favorable aux bandits et mercenaires. Est-ce qu'il n'y aurait pas des bandits et des mercenaires? Si je clique sur celui-ci, à l'ouest, il y a des silhouettes sombres qui s'agitent de façon désordonnée. Oh my god, ok. Et bien au moins on est averti. Alors ce que je veux faire, c'est ça. Brin va aller s'intéresser à ça. Il y a des choses, on nous dit de défausser le pion vu, et là, on enchaîne avec autre chose. Alors, sur le terrain, je vais considérer que Brin a avancé. Donc vous voyez, à chaque fois, pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'un jeu de plateau
avec application, on bascule entre ce qui va se passer sur notre plateau de jeu et sur ce qui se passe, toutes les indications qu'on a via l'appli. Donc là, on nous demande de replacer des choses. On commence à placer des éléments de décor. Rebelote, on est dans le tutoriel. On nous donne des explications sur le mot terrain. Eh bien, hop, j'ouvre en laissant cliquer et terrain. Non seulement j'ai tout ce qui concerne le terrain en général, mais en plus les différents éléments que sont les barricades, les escaliers, les strates qu'on avait vu tout à l'heure, le terrain et déplacement. Quand je vous disais que c'est bien foutu, c'est qu'on a le petit dessin que l'on retrouve dans la règle du jeu. Et enfin, terrain et ligne de vue. Ok, ça m'a fait le mémo, je continue. L'appli nous demande, puisqu'on progresse en exploration, de replacer un pion vu. Ok, tiens donc, générer l'ennemi suivant. Nous avons un loup. Alors ça, je vais me le noter dans le test que l'on fait là. On a un loup. Où est-ce qu'ils sont mes loups? Tiens, j'en ai un là. Alors j'ai commencé à progresser en peinture. Je vous ferai peut-être une vidéo de rappel de ce que j'ai fait en peinture, un peu particulier. Alors on s'en fiche, hein, je vais le mettre là. Je vais le mettre ici, le loup. Pourquoi pas? On voit qu'il y a un loup qui est niveau... Alors le niveau, on ne doit pas le voir encore. Ah si, ici. On le verra en plus gros tout à l'heure. Ah purée, on a un Utuk qui rôde. Générer un Berserker qui est niveau 1 aussi. Alors, vous voyez là, j'ai cliqué un petit peu trop vite. Berserker, c'est qui? Ah, c'est ces saloperies là. On s'en fiche, on va le mettre là. On a de nouveaux mots-clés. La notion de portée, la notion de ligne de vue. Tiens, c'est très bien qu'ils en parlent dès maintenant. Autre chose qui a été implantée dans cette version, c'est que on a la ligne de vue. Alors là, on l'a dans le glossaire, d'accord, mais cra. Je vais finir avec ça, puis je vais revenir sur la ligne de vue. Hein. Placez les héros restant sur les cases en surbrillance. Donc, Brin avait avancé la première. Ok. Je place Hurlu et Berlu sur l'arrière, comme ça, sur les cases qui sont autorisées. Voilà, ils sont ici. Ok, continuez. Nouvel objectif, vaincre les ennemis maintenant. Attention. Là, on donne les règles de phase qui vont être ici. Fin de phase pour les héros, fin de phase des ténèbres. Mais je reviens sur cette notion de ligne de vue. Ça, c'est vachement bien ce qu'ils ont fait dans tous ces jeux-là. Gloomhaven, Ciné Tempore, j'en passe et des meilleurs. Les lignes de vue sont parfois problématiques parce que ça peut être sujet à controverse. Alors que là, on voit que nous avons l'onglet ligne de vue. I click on it. Cliquez sur une case pour consulter la ligne de vue. Eh bien, j'ai positionné Brin ici. Qu'est-ce qu'elle voit? Alors, en laissant la souris cliquer, on peut faire bouger gauche, droite, monter, descendre. La seule chose que l'on ne peut pas faire, en tout cas sur BlueStacks, je ne sais pas si on peut le faire sur l'application, mais en tout cas sur BlueStacks, on ne peut pas faire un zoom de la map. Bon, c'est pas très grave parce que par défaut sur un ordinateur, forcément l'image est déjà beaucoup plus grande, donc c'est pas trop gênant. Ce que je vais faire là, je vais lancer tout de suite sur l'appli et puis on va voir si on aura la notion de zoom. J'en reviens avec alors l'appli, l'iPad, pardon, je vais le laisser là pour le revoir. J'en reviens à ma ligne de vue là. Brin est ici. En rouge, ce sont les cases immédiatement adjacentes à elle. Elle a une ligne de vue. En orange, ce sont les cases à portée de 2. Parce que, par exemple, Vaerix, lui,
à une arme avec le mot-clé allonge, donc il peut frapper à 2 cases de distance. En jaune, ce sont les cases éloignées. Et tiens, on a deux couleurs de jaune là. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, non, faut pas que je clique là. Alors, exceptionnellement, je vais prendre la doc pour voir ligne de vue, outils de ligne de vue. Celles en jaune, ce sont les cases qui se trouvent au moins à 3 cases de distance. Ah oui, d'accord. Ok. Ok, ok. Et puis là, on voit que on n'a pas accès en ligne de vue à ces cases-là. Parce qu'un ennemi pourrait, je vous le rappelle, hein, très bien se placer sur une zone de strat. Donc Brine, elle était plutôt ici, bah, elle voit qu'elle peut interagir avec tout ça. Ça, c'était l'aparté j'avais dit les lignes de vue, ok. Est-ce que l'on peut se déverrouiller tout de suite le questionnement avec l'histoire de... Ah oui, alors vous allez avoir le reflet dégueulasse. Là, je fais continuer. J'élimine ça tout de suite, hein, ce sera fait. Piou, 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 piou. On passe, on passe, on passe. Crac. Comme ça, ce sera un élément de... On aura l'élément de réponse tout de suite. Clouc, 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 clouc. Ce sera peut-être une vidéo que je vais faire en plusieurs fois, hein, en 2 fois. Ça va dépendre du timing. Alors, je prends nos 4 camarades. Je confirme, c'est Brine qui monte la garde. Oui, je suis d'accord. Je continue. Je recontinue. Je veux que l'écran redevienne vierge. Brine se place ici. J'ai mon objectif. Je commence ma phase de héros. Tiens, là je viens de voir le mot sauvegarde. À chaque fin de tour, chaque fin de phase, vous avez une sauvegarde. Donc c'est très facile de revenir en arrière si vraiment le tour que vous venez de jouer ne vous convient pas. Pour peu que vous ne fassiez pas fin de phase avant. Là, je suis sur l'appli. Ok. Donc sur l'appli, on sait que l'on peut zoomer et on sait que l'on peut pivoter. Ça, c'est pas mal. C'est vraiment sympa. Tiens, d'ailleurs, je remarque une petite chose. Ici, là, est-ce que vous... Oui, vous le voyez à l'écran, on a des traits un peu grisés. Est-ce que ça serait pas toute la zone de jeu, le plateau entier pour ce scénario d'introduction? C'est possible. Possible peut-être. Bon, en tout cas, c'est merveilleux, nos investigations progressent. On peut bien faire de zoom via une application tablette. Ça veut dire que, mine de rien, sur BlueStacks, je pense qu'on doit pouvoir paramétrer dans les options de quoi faire les zooms et déplacement, j'allais dire latéral, non, déplacement, rotation de carte. Allez, reprenons. Qu'est-ce que l'on veut voir? Ben là, c'est intéressant, parce qu'on a nos premiers ennemis, on a dit Berserker et Loup. Si je clique dessus, alors il doit y avoir 2 moyens d'y accéder. En cliquant comme ça, waouh, c'est cool, c'est assez beau. On a le loup, descriptif. Il a 24 points de vie, tiens. Ça, je le note. En mode normal à 4 héros, il a 4 points de vie. Et l'appli nous donne ses capacités spéciales. Ça, c'est excellent. L'appli nous donne aussi ses faiblesses, qui sont pour l'instant en point d'interrogation rouge, parce que tant que l'on ne les a pas affrontées, avec ou de la magie, ou des armes contondantes, des armes de jet, une arme, une épée, on ne sait pas s'ils vont être plus ou moins faibles avec ce type d'arme. Donc ça, c'est super cool, parce que la prochaine fois, prochain scénario qu'on rencontre des loups, on va savoir qu'ils sont sensibles à telle ou telle arme ou sort. Est-ce qu'on voit le niveau là? Oui, j'avais dit que le niveau était repris ici. Ok. Donc ils sont niveau 1 et 24 points de vie. Comme dans toutes les applications FFG qui concernent les malus que l'on peut appliquer à nos ennemis, on peut décider que
ils sont... Enfin, décidés. Faut pas que je vous dise ça. En fonction des armes que l'on va utiliser. Si je prends, je sais pas moi, par exemple la baguette scintillante de Cyrus, euh, on pourrait très bien avoir un descriptif qui nous dit que on va affaiblir notre ennemi ou le ralentir. Ça pourrait être le cas. Donc ici, eh ben, je dirais que pour cette attaque, on l'affaiblit. Et puis ensuite, ici, gauche-droite, on a les flèches qui vont nous permettre de diminuer nos points de vie de nos ennemis. Alors comment on les diminue? Ben ça fait partie du gameplay lui-même, hein. Comment est-ce que je sors de... Ah oui, ce sont ces deux boutons-là. Ici, on a la map du terrain. Ici, on a l'écran des ennemis. Et l'autre façon d'accéder à l'écran des ennemis, c'est en cliquant directement dessus. Ah, ça c'est bien pensé par contre. Si je clique sur lui, il me le centre directement. Si je clique sur le berserker, il me le centre directement. Et après, je peux passer de l'un à l'autre parce que des fois, je suppose qu'on va avoir 5, 6, 8, 10, 12 ennemis à la fois. Ça va être le gros boxon. Et franchement, c'est bien. Alors notre berserker là, il a 18 points de vie. Je les note. Il est bien niveau 1. Ok. Ok, il aura ses propres faiblesses à découvrir. À chaque fois qu'il agit, il a un comportement particulier. Et c'est certainement vis-à-vis de ce comportement que lorsque l'on sélectionne le mode facile, on n'a pas le même. On n'a pas le même, ça va être beaucoup plus soft. Cool. Je reviens sur la map terrain. Encore une fois, vous voyez, on n'a pas le lieu où se situe notre figurine, hein. Je sais même plus là où était le loup, mais peu importe, on s'en fiche. Ce que l'on veut, c'est progresser. Comment se déroulent les combats? Brynn est ici, ça moi je le sais. Elle va avancer pour attaquer notre loup au corps à corps. Pourquoi au corps à corps? Parce que Brynn, on sait qu'elle a une épée. Donc ça, on en tient compte. Dans les règles, on nous dit que l'épée, c'est uniquement une arme de corps à corps. Et bien sur mon plateau, je considère que ma deuxième action, c'est Brynn qui se déplace jusqu'à être adjacent au loup. Et qu'ensuite, alors il faut que je vous remette l'appli bien sûr, et bien ensuite, je vais attaquer le loup. Donc comme pour les pions vus, je clique, je maintiens et je vais te friter. Choisir l'arme actuellement équipée pour Brynn. Ça c'est spécifique à cette nouvelle version de Descent. Il faut savoir que nos armes ont deux faces avec deux effets différents. Alors non, c'est pas deux faces, pardon. C'est qu'on a deux armes. Elle a la lame de gardien, mais elle a aussi le marteau de guerre lesté. Donc en fonction de l'ennemi, on choisit notre arme. Bah là, le loup, franchement, je sais pas. Moi, je vais y foutre un gros coup de marteau de guerre lesté. Quoique, mon lourd passé de jeu de rôle me rappelle que les marteaux de guerre, c'est plus... Enfin, les grosses armes comme ça, contondantes, c'est plus contre des ennemis qui ont des grosses armures, alors qu'une lame d'épée va être plus tranchante. Normalement, le loup n'a pas d'armure, donc on va passer à la lame. Et là, on a notre écran de frappe. Comment ça se passe? On nous rappelle déjà la capacité spéciale de l'ennemi. Au passage, à voir comme ça, c'est super beau, hein. Vraiment nickel. Ce qu'ils ont fait, c'est super chouette. Important pour les combats, en haut à gauche, on nous rappelle que la lame de gardien utilisée va faire 3 dégâts. 3 dégâts par succès. Ça, c'est important aussi parce que sur nos dés, la lame du gardien, on va jeter... On jette quel type de dés? En attaque, on jette un dé noir.
Et sur nos dés, on a des pile poil cette face. Là, j'ai 3 succès. Si par chance Brine fait 3 succès, ça veut dire que elle va faire 3 x 3, 9 dégâts. Donc attention, vous plantez pas. Hein. C'est pas parce que vous faites 2 succès, ah bah oui, j'ai réussi mon attaque, je lui fais 3 dégâts. Non. Si j'ai fait 2 succès, un succès, 2 succès. Ok. Ici en dessous, on a le rappel de la faiblesse qu'on lui a mise. Affaibli. Bon là j'ai tout mixé, hein. C'était la baguette de Cyrus et l'épée de Brine. Peu importe, c'est juste que l'on voit que tout est bien rappelé systématiquement, c'est quand même vachement bien. Là j'ai envie de lui mettre 3 dégâts dans la tronche. Alors, vous voyez, je viens de commettre l'erreur. C'est pas 3 dégâts, c'est 3 succès. Type de dégâts, on est sur du dégât tranchant, ça rappelle notre arme. Je confirme, allez je confirme. Avant, en haut à droite, on voit qu'il a un point d'armure. Alors est-ce que c'est un point d'armure par succès ou est-ce que c'est un point d'armure par attaque? 11 dégâts. 3 x 3, 9. Il s'est pris 9. Ah non, il s'est pris 11. Ah! Excellent. Malgré son armure, là, de 1, on voit que l'une des faiblesses du loup, ce sont les armes tranchantes ici. C'est génial. Donc maintenant, à chaque fois que je vais frapper un loup, on sait qu'il va se prendre des bonus de dégâts. Bien fait pour ta tronche. Je continue. Rappel de capacité de l'ennemi. Après l'attaque, cet ennemi glisse de 1 vers vous. S'il est adjacent à vous, subissez ensuite un dégât. Ah ouais? Ah ouais? Ok. En fait, il est un peu rapide. Donc là, je fais continuer. J'applique cette règle. Alors, glisser, mais qu'est-ce donc glisser? Je ne m'en rappelle pas. Ah oui, si, d'accord. On déplace la figurine vers un ennemi. Là, en l'occurrence, Brine. Alors, j'ai repassé sur le terrain pour un petit élément de règle, mais qui est classique dans tous ces jeux-là. C'est que on raisonne pour avantager systématiquement au mieux les ennemis. Hein. Là, admettons, si on avait Vaerix juste adjacent à Brine et que le loup est autorisé, comme on vient de le voir, à faire un mouvement de glisse, l'intérêt ce serait peut-être de le placer là parce que éventuellement il pourrait cibler à la fois Brine et à la fois Vaerix. Pourquoi pas? Donc oui, il faut raisonner en se disant que bon, les ennemis ce ne sont pas forcément des gros neuneux. Bon là on nous dit de faire glisser le loup. Allez, il va venir là. Brine subit un dégât, on répercute ça sur son compteur. Et puis on continue. Crac. Alors là, par rapport à notre tour de Brine, on considère qu'on a fait nos 3 actions. Un truc qui est marrant d'ailleurs, qu'est-ce qui m'empêcherait de faire toute la campagne sans déballer mon jeu, mais seulement en, en jouant comme ça? Alors, clairement, ça n'a aucun intérêt, on est bien d'accord. Hein. Mais pourquoi pas? Pourquoi ne pas le faire? Là, je vais respecter à minima les règles. On a 3 actions à pouvoir faire par héros. Brine vient de jouer. Par contre, à aucun moment, comme c'était le cas dans les autres applications de FFG, on pouvait faire bouton droit ou sélectionner Brine et lui dire fin de son tour. Là, ça va être à nous de nous en rappeler. Ça, c'est important. Faites gaffe à ça, soyez vigilants. Un joueur qui va un petit peu avoir tendance à carotter, il se rappelle très bien qu'il a fait ses 3 actions, mais bon, allez, je rattaque. Ça en fera une 4e, personne ne dit rien. Allez, on y va. Ok, super Brian, bravo Brian. Là non, ça ne sera pas le cas. Qu'est-ce qui était intéressant de voir dans l'appli, là quand j'ai cliqué sur elle, c'est que ça reprend les 2 armes, ça reprend les types de dégâts, les types d'avantages que ça donne. Marteau de guerre lesté. Ah! En cliquant dessus, ça rappelle le texte des cartes que je vous ai montré. Vous voyez? Crac, crac. Alors en espérant qu'il y ait 0 coquille, hein, bien sûr, que l'appli n'ait pas fait ça du style Mythic Game,
Petit clin d'œil à Mythic Game au passage, que j'aime beaucoup, mais qui a tendance à chaque sortie de jeu à nous recoller des errata derrière au bout de X mois. Merci, merci. Bref, on peut avoir le détail des armes. Manche, garde, pommeau. Cet élément n'a aucune capacité. Oh la vache. Ça c'est top. Je découvre là la garde, la fusée. En fait, dans l'avancée de campagne, au fur et à mesure que l'on va trouver des matériaux pour crafter nos objets, on va pouvoir les appliquer, si je comprends bien, ici. Et tout est repris par l'application. Excellent. Une notion importante, via l'écran, on peut rendre un héros infirme. Un héros infirme, de mémoire, c'est lorsqu'il atteint ses 0 points de vie. Là, Bryn peut encaisser 10 points de dégâts, 7 seulement pour Cyrus, 8 pour Vaerix, 9 pour Galaden. Et les autres, je ne sais pas, mais ça n'est pas important à ce stade. Mais en tout cas, quand Bryn, pour la première fois, atteint ses 0 points de vie, on la rend infirme. Rendre Bryn infirme. Allez, je l'applique. Oh my god. Bryn gagne la blessure fourbue. Oui, dans notre stock de cartes, ici, nous allons avoir tout un tas de cartes blessures, comme ça. Et il y en a une forcément qui porte le mot fourbu ici. Donc là, Bryn, elle gagne la carte malheureusement fourbue avec tout l'impact que ça aura pour la continuité du jeu. Allez, on va la laisser. On est là pour tester un petit peu. Ce qui est sympa, c'est que on voit ici qu'elle a le portrait entaché de sang. Elle a morflé la toutoune. Alors attention, je vais pas faire fin de phase, hein, parce que nos 4 autres héros n'ont pas joué. Alors, on va aller faire attaquer. Alors, je reprends. Cyrus est là. Il se déplace, tchac tchac tchac. Il se met. Il a combien en déplacement? Il a 4. 1, 2, 3. Je peux prendre la diagonale là. 3, 4. Considérons qu'il arrive là. Il a son arme à distance qui peut tirer jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Le loup est ici. Donc, oui, je peux le faire attaquer le loup. Ah, par contre, j'ai un doute. J'ai un petit doute. Est-ce que vraiment Cyrus, en étant ici, a une ligne de vue sur les cases là? Ah bah oui, c'est bon. Génial. Excellent. Donc, on considère que mon gars Cyrus arrive ici. Il attaque le loup avec sa baguette scintillante qui tire à 4 de distance, qui n'inflige seulement que 2 dégâts. Il lance son dé d'attaque et lui ne jette malheureusement que du dé orange, là, que vous voyez à gauche de l'écran. Il fait son jet, on applique les différents symboles, hein, l'augmentation, l'éclair, tout ça, tout ça, tout ça. Et puis on dit à l'appli qu'il a 2 réussites. Le loup a toujours sa protection de 1, il n'a toujours que 13 points de vie, sa faiblesse est toujours bien indiquée, il est toujours affaibli, alors ça je vais peut-être l'enlever. Statut. Quoi? Ah non, c'est cliqué, je peux pas l'enlever. Ah, je peux lui rajouter un... Tiens, je vais le ralentir. Ah, ça veut dire que là, c'est une règle particulière, que selon les armes qu'on utilise, on a des statuts qui sont... Ah, ok, qui vont durer sur plusieurs tours, très certainement. Excellent. Allez, il est affaibli plus ralenti, la totale. Je confirme 2 succès. Il tombe à 8 dégâts. J'ai droit encore à une autre... pardon, il a droit à 5 dégâts dans sa tronche. C'est quoi cette flèche? Oh, excellent! Calcul des dégâts. 4 dégâts de base parce que de succès. Il a la faiblesse, ça lui rajoute 2. Moins 1 de blocage dû à son armure. Et bien là, j'ai la réponse. On sait que le blocage d'armure n'est pris en compte que pour la totalité des dégâts et non pas par succès. Ok. Et on peut refermer. Là, ça fait quoi? 45 minutes facile que l'on fait cette vidéo. Il n'y a que du positif. Alors vraiment, je ne m'enflamme pas parce que
ça n'est qu'à l'utilisation à force de jouer que l'on se rend compte des éventuelles faiblesses de l'appli. Mais là, pour l'instant, que ce soit visuellement ou en termes de souplesse d'utilisation, de compte-rendu de ce qui est affiché à l'écran, vraiment très très bien. Allez, crac. Le loup fait sa capacité spéciale. Je crois que je l'ai fait attaquer 2 fois déjà. Ok, tiens, à tout hasard, ici. Exploit, compétences des héros, l'inventaire. Non, ça ne concerne pas les combats. Galaden, n'oublions pas que même si nous n'avons pas la figurine sur le terrain, Galaden doit jouer. Alors lui, il a un arc. Ok, admettons que Galaden, il soit, bon, il est quelque part par là. Il a combien de déplacements? 4. 1, 2, 3, 4. Il va rentrer dans l'eau. Je vais le positionner là, de façon à pouvoir finir le loup. Faire l'attaque sur le loup. Bon là bien sûr je ne peux pas le placer comme ça, je vous rappelle qu'on n'est pas dans un jeu vidéo, mais si je place Galaden ici, lorsqu'un héros ou un ennemi dépense des points de déplacement pour quitter une case d'eau, il doit en dépenser un de plus. Excellent, c'est rappelé. Parce que moi j'aurais eu tendance à faire, alors voyons voir le glossaire, parce que je ne me rappelle plus les strates. Qu'est-ce que ça donne quand on est sur une strate d'eau déjà? L'eau, ah oui, ça me rappelle que lorsque on quitte une case d'eau, on doit en dépenser un de plus. Et bah là, c'est vachement bien parce que ça nous l'a rappelé. Et pourquoi ça nous l'a rappelé? Parce que j'ai dû... Voilà. Il a pris en compte mon clic sur la case de strat d'eau. Ok. Donc Galaden, ok, il est là. Et ce que je voulais voir, c'était si Galaden, en étant ici, il avait bien une ligne de vue sur le loup. Ben oui, parce que nos propres figurines ne bloquent pas la ligne de vue. D'ailleurs, je crois qu'aucune figurine ne bloque la ligne de vue. Ben c'est très bien, et ben allons-y. Galaden fait son attaque avec son arc. Le loup est toujours affaibli et ralenti. Galaden fait 3 succès, s'il vous plaît. Oui, oui, oui. Je confirme. Plouch, le loup se prend 5 dégâts. Alors qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas mort, salopard. Il s'est pris que 6 dégâts. Ouais, je continue. Il applique sa stratégie là particulière. Il reste un dégât à faire, une attaque pardon, à Galaden. Il fait 2 succès. Il envoie, c'est réussi. Je suis très demandé. Je reviens. Ok, me revoilà encore une fois, désolé, je fais quoi? Je fais continuer pour s'apercevoir que le loup is dead. Votre adversaire s'effondre. Retirez l'ennemi loup. Oui, enlevons l'ennemi loup. Milou. Ça c'est ok. Ensuite, on considère que Vairix va se déplacer sur le terrain, puis on en arrive à notre fin de phase. Alors attention, hein, vous voyez, là j'ai cliqué sur fin de phase. Le syndrome du joueur qui clique trop vite. On n'a pas eu un écran qui nous disait voulez-vous mettre fin à la phase des héros? C'est instantané. Je pense qu'il va y avoir quelques plantages parfois. Et là, on est sur la phase des ténèbres. Il y a toujours le moment, le temps passe. Résolvez les états infectés et terrifiés. Chaque héros peut défausser une fatigue. Merci. Alors là, ça se fait en 2 étapes. Hein. D'abord, on résout les états infectés et terrifiés, pour peu que des gens sur le plateau en soient dotés. Et puis ensuite, chaque héros défausse une fatigue. Pardon, continuez. Ils vont peut-être attaquer. Le berserker fait son tour. Un élément important, on peut interrompre une action d'un ennemi parce que quelqu'un dans le groupe va avoir une arme ou un sort ou quelque chose qui fait que on est autorisé à le faire. Une fois qu'on a appliqué ça, notre interruption, on pourrait même blesser notre ennemi. On retourne à son activation et on applique son déplacement, sa capacité spéciale. Il nous fait des dégâts ou pas. Crac. Un élément très important, gardez-le en tête pour pouvoir progresser dans chaque scénario. À la fin de chaque phase,
l'application va nous donner une petite orientation du comportement de certains ennemis. Par exemple, là, le berserker hurle, ses yeux agrandis par une rage incommensurable, fixés sur Cyrus. Ça, c'est important parce qu'au prochain tour, s'il est encore vivant, on peut s'attendre à ce qu'il fasse une capacité spéciale qui va cibler Cyrus. Donc on peut anticiper, on repasse à la phase de héros, on peut anticiper dans le sens où on va privilégier impérativement l'ennemi berserker. Admettons qu'on ait encore 2-3 ennemis là, mais on va se dire, oulala, il va faire une attaque super méchante, on va l'éliminer en priorité. Brin l'attaque avec le marteau, elle lui fait 3 touches, bim, non pardon, on confirme, boum, on lui fait des dégâts, 8 dégâts, c'est pas mal. Brin se dégage, elle va ailleurs, ok, Cyrus agit, crac, il utilise cette fois-ci le bâton incurvé, il fait seulement une réussite pour 3 dégâts. On note que ni l'attaque de Brin, ni le bâton de Cyrus n'a dévoilé une faiblesse pour notre ennemi. Cyrus fait autre chose, ok super, ensuite c'est Galaden pardon, qui avec ses épées va nous faire 2 succès, bim, 5 dégâts, ok. Alors là je vais très vite, non c'est pas lui qui va nous l'achever. Ce que je veux voir là dans la façon dont est programmée l'application, c'est qu'il va rester des actions à faire pour Vaerix, mais qu'on atteindra notre objectif de vaincre les ennemis qui sont apparus. Ou pas. Tu rattaques avec tes lames miroirs. Ah ouais, d'accord. Tiens, ça c'est intéressant, regardez. Le joueur qui a le syndrome triche, comme un goré, il peut... Ok, super, mais on peut faire combien de dégâts? Là, je laisse appuyer. On peut faire combien de succès? Bah, 99. Alors ça, c'est pas logique. Vous voyez, c'est une petite... un petit bémol de l'appli parce que ils auraient pu considérer qu'à partir du moment où j'ai sélectionné ma lame miroir, on sait combien de dés on va lancer normalement. On serait limité, mettons, à 8 succès maximum par rapport au nombre de dés. Bon, c'est pas très grave. Faisons confiance à nos joueurs autour de la table. Crac. Est-ce qu'on l'élimine? Oui. Retirez votre adversaire. Ah, ok, c'est bien ça. Donc là, il fallait dans nos objectifs vaincre les ennemis qui sont apparus. On place du nouveau matos. Excellent. Et maintenant, on a un nouvel objectif. Il faut rentrer dans la tour de guet. On nous donne aussi comme info que certains pions sur le... Non. Ah si, certains pions éléments de terrain peuvent nous donner des indices. Par exemple, je clique sur le puits. On nous dit ce qui se passe. Je fais continuer. Je clique sur le coffre. On nous dit ce que l'on voit. Je fais continuer. Je vous le rappelle, comme quand je cliquais sur un pion vu, ça nous donnait ce à quoi on pouvait potentiellement s'attendre. À ne pas confondre avec le fait de prendre un personnage pour aller interagir avec mon élément de décor. Ok. Et là, ça tombe bien, puisque Vaerix, qui se balade quelque part par là, tranquillou bilou, eh ben, il va ou bien interagir avec l'arbre, le puits, la puerta ou le coffre. Ça, c'est excellent. Une chose aussi qui est excellente, c'est que normalement, on a plusieurs possibilités. Est-ce que je peux sortir de ça sans l'appliquer? Ah non, pour certains éléments de décor, à partir du moment où on agit avec eux, on se doit d'accomplir l'action complètement. Ça, c'est pas mal. En termes d'immersion jeu de rôle, c'est assez sympa. Je fais 0... donc là, que je n'aille pas trop vite, on nous demande de faire un jet, de tester notre intuition. Si je prends Vaerix, en intuition, il a plus un dé, ici, à lancer. Eh bien super, je jette mes 2 dés de test, à chaque fois ce sont 2 dés noirs.
Oh purée! Vivement ma campagne que Vaerix me fasse ce genre de jet. 6 succès. Alors là, je vais pas les appliquer quand même parce que je ne veux pas voir, et vous non plus, vous ne voulez pas voir ce qu'il y a dans le coffre. Donc il a 0 succès, bah, il se passe un truc. Bim. Comme dans toutes les applications FFG de mémoire, vous avez certains tests à faire qui vont prendre en considération le nombre de succès déjà établis. Par exemple, mon coffre, l'application sait par défaut que pour ce coffre-là, il va falloir 5 succès. Je fais un seul succès sur mon premier jet. Vous êtes prêt de réussir, mais le coffre résiste encore un peu. Donc là, il va falloir que je continue, que je m'acharne à faire d'autres succès pour pouvoir l'ouvrir. Alors que d'autres jets, d'autres tests vont être limités à un unique nombre de succès. Par exemple, pour interagir avec le puits, il va me falloir forcément 3 succès d'un seul coup. Il n'y a pas une histoire de cumuler le nombre pour atteindre et réussir. Il faut vraiment, en un seul jet de test, faire le nombre de succès requis. Et bien Vaerix, il va aller s'intéresser au puits justement. Et là aussi, où c'est cool, comme dans la majorité des jeux FFG de ce type-là, on a le choix de différentes options. Boire l'eau du puits ou initier une guérison ou même lancer une pièce. Tiens donc, lancer une pièce est en grisé, je ne peux pas l'appliquer. Alors est-ce que c'est parce que c'est Vaerix ou pas? Je viens de voir ici qu'en cliquant on annule l'action. Est-ce que c'est pareil là? Ah oui, là c'est pareil. Ok, donc petit rembobinage, ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait que certaines actions allaient être obligatoires, non. Non, non, non. Bon, bah c'est génial. Donc là, ça nous donne comment on peut interagir avec les différents éléments de décor. Là, il a par contre ces 3 options dans l'arbre. Cueillir un fruit, fouiller les buissons ou grimper dans l'arbre. Pardon, c'est ici que l'on clique. Est-ce que... pardon, c'est pas ça. C'était cette histoire d'option de jeter une pièce. Lui ne peut pas non plus. Cyrus ne peut pas non plus. Et Brine ne peut pas non plus. Ce qui est logique parce que nous n'avons pas trouvé de pièces d'or. Alors peut-être qu'il y en a dans le coffre. Est-ce qu'un ennemi potentiellement peut lâcher des objets de l'or? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais en tout cas, c'est assez sympa parce que pour certains éléments qui ont des options grisées, on peut se dire, oulala, ça, on va le retenir. Et puis, on prendra peut-être le temps dans 2-3 rounds de là, qui est l'un d'entre nous qui aille vérifier si on ne peut pas agir dessus, si on a trouvé d'autres éléments intéressants en cours de jeu. Ok, ok, ok. Bah écoutez, on va s'arrêter là pour la notion de gameplay vis-à-vis du terrain lui-même. Une chose quand même, si Cyrus s'intéresse à ce pion vu là, le sentier contournant le lac se précise, on place une nouvelle tuile puisque ça fait le lien avec les 2 tuiles nord-sud. Ah, et ça génère de l'ennemi, et là c'est un fanatique. On fait continuer. Alors ceci dit, vous voyez, là on aurait très bien pu faire popper cet ennemi si tout au début du jeu, on avait fouillé les 2 pions vus. Donc au lieu d'éliminer le loup, le berserker seulement, il aurait fallu, pour progresser, il aurait fallu aussi éliminer ce fanatique. Excellent. Excellent, excellent. Très bien. Revenons à nos moutons. Qu'est-ce que l'on va voir maintenant brièvement? On ne va pas continuer de jouer ici. Dans les options, on a vu les lignes de vue. Le journal de quête, ça reprend tous les rounds. Je pense que ça va reprendre tous les rounds que l'on a joués. Si on a besoin, je ne sais pas, de se remémorer un texte qu'on aurait zappé peut-être, un dialogue.
Ok. Ensuite, alors les options. Réglage de l'image, inverser la vue, inverser. Bon, ça, pas trop d'importance. On peut régler la musique, les effets sonores, la voix des héros. Ok. Tiens, dans l'appli, je vais la mettre un petit peu plus forte. Et on peut activer les promotions Obinext. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, c'est allié à la pub, hein. Promotion, forcément, c'est de la pub. Le glossaire, on l'a vu quand même. Et on peut sauvegarder et quitter. Avant ça, je vais m'intéresser à cet onglet-là, puisque quand même, on triture cette application. Nos exploits, pour l'instant, on n'en a pas. Ils seront déverrouillés au fur et à mesure de notre avancée. Les compétences de héros. Ça reprend chacun d'entre nous. Et en fonction de nos points d'expérience, on va avoir droit, avec toujours certaines cartes, on va avoir droit à débloquer des compétences particulières. Donc, cri de bataille, présence revigorante, hein, chacun va avoir son lot de particularités. Et je vous rappelle que c'est jouable jusqu'à... Alors, jouable jusqu'à 4 héros, oui, mais que l'on a le choix pour l'instant jusqu'à 6 personnages. Donc en fonction de ce qu'on débloque, ça va être intéressant de faire des mix. Et puis enfin, ici, on a notre inventaire. Alors, c'est gaulé comment ça? Ah ouais, c'est du vrai jeu vidéo là pour le coup. On a les matériaux, les denrées, les armures, les accessoires, composantes d'armes. Ok, là je peux sélectionner seulement Brin. Seulement les armes de d'accord. Ok, c'est vachement bien foutu. Kelly et Vénard, qu'on n'a pas encore débloqué. Il est évident, tiens, ici, on a 0 pièce d'or, donc on ne pouvait pas jeter dans le puits. Il est évident que chaque classe de matériaux, denrées, armures, accessoires, c'est ce que l'on retrouve aussi physiquement en carte, hein. Tout l'intérêt d'un jeu de plateau, c'est quand même d'avoir sous les yeux notre équipement, nos cartes, etc. Donc super. Ça veut dire que on va se faire une fin de phase pour revoir ce magnifique écran que je vous ai loupé. Le fanatique fait son action. Il blesse un tel et un tel. On repasse en phase de héros. Il y a la sauvegarde à chaque fin de tour. Ça, c'est très bien. Je fais sauvegarder et quitter. Et puis, un peu plus rapidement maintenant que l'on a tous les tenants et les aboutissants d'utilisation de l'appli et que je maintiens que j'ai vu qu'elle était mais excellente, on va se relancer une petite partie, cette fois-ci par contre en sélectionnant... Ah oui, alors là je fais continuer. Nouvelle campagne. Entrer le nom du groupe. Test à 2 joueurs en mode normal. Crac. En mode normal. Alors pourquoi? C'est parce que je veux voir si FFG a prévu à 2 joueurs de baisser ou le niveau de l'ennemi ou le nombre de points de vie parce qu'il y avait moins de joueurs. Alors là, ce qui va être chiant, par contre, c'est de passer toujours le petit blabla que l'on a au début. On va aller vite. Crac. Alors là, vous pouvez faire, vous savez, en tapotant 2 fois sur votre tablette ou votre téléphone, vous pouvez faire avancer sur YouTube de 5 secondes ou 10 secondes, hein. Donc n'hésitez pas à le faire pour passer tout ça, ça n'a pas d'intérêt. Si vous visionnez ça sur le PC, et ben vous avancez la vidéo. Stop! Vous êtes revenu? C'est là que c'est intéressant. Je veux Brin et Cyrus, 2 héros. C'est Brin qui s'y colle, on s'en fiche, tout ça, nous connaissons. On continue. Ce qui va nous intéresser là, c'est de dévoiler nos ennemis. Oui, Brin démarre toujours ici. Alors,
Attention à ceux qui s'attendent à ce qu'il y ait beaucoup d'aléatoires dans ce Descent, ça n'est pas le cas. Autant il y avait beaucoup d'aléatoires dans Voyage en Terre du Milieu, ça c'était vrai, c'était un point sur lequel insistait FFG quand Voyage en Terre du Milieu est sorti en disant comment je peux l'expliquer? C'est selon ce sur quoi vous cliquez, vous n'allez pas avoir les mêmes textes d'ambiance. Ça, c'était totalement vrai. Je vous renvoie d'ailleurs aux vidéos de tests que j'ai fait, aux tests de l'application et de rejouabilité sur Voyage en Terre du Milieu. Eh bien, c'était vrai qu'il y avait beaucoup de rejouabilité parce que en cliquant sur tel ou tel élément de terrain, de décor, on n'avait pas toujours la même chose. Alors que là, dans Descent, ça n'est pas le cas, ça reste assez figé. Si je dis que, oui, c'est Brin qui regarde ce pion vu, comme on l'a fait la première fois, le terrain ne change pas, les éléments de décor ne devraient pas changer. Là, on a encore un loup. Ok. Ah! Ah oui, si, on avait le berserker aussi, pas de panique. Ok. Ça marche. Si on va plus loin, alors on a placé notre loup. Admettons que Brin, en étant ici, se dise ah tiens, on va découvrir ce qu'on a là. Crac, crac. Logique. Cette fois-ci, on a un bandit. Ah, c'est pas pareil. Le deuxième pion vu, là, tout à l'heure, nous a généré un fanatique, je crois que ça s'appelait comme ça, alors que là, c'est un bandit. Donc potentiellement, on va avoir un petit peu d'aléatoire sur le pop des ennemis. Ça peut être sympa. En parlant d'ennemis, notre loup, là, et ça tombe bien que ce soit le même. Ah, waouh, il a aussi 24 points de vie. Ah ouais. Et le berserker, il en avait 18 quand on était à 4. Il en a 18 aussi. Ah, c'est chaud. Donc, ça, c'est pour les joueurs en solo, principalement, je pense à moi-même, qui ai l'habitude de toute façon de jouer au maximum des joueurs autorisés, des héros autorisés, parce que j'aime bien tout utiliser. Donc, il n'y aurait pas un grand intérêt en termes de difficulté de relancer une partie seulement à 2 joueurs, ou pour un gain de temps. Je sais qu'il y a des joueurs qui n'aiment pas avoir trop de persos à gérer en solo parce que ça devient rapidement usine à gaz. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je quitte. Sauvegarder et quitter. On va lancer maintenant. On va se faire peur. On va tout de suite aller en mode martial. On va attendre bien sûr le chargement. Alors, en cours de jeu, je pense que j'aurai vite fait de me planter sur les types de vues que je vous laisse. Il faudra que je sois vigilant à ça et que j'oublie de réactiver telle ou telle chose. Là, je passe dans la cour des grands, hein. 2 caméras plus l'appli. On verra. Il y aura certainement des loupés. Allez, nouvelle campagne. Quoi encore? Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Cette fois-ci... Ah, pardon madame. Cette fois-ci, c'est le test à 4 en martial. Je le rappelle, le mode martial va être fait pour ceux qui connaissent, je pense quand même déjà pas mal la campagne, ou alors pour les frappadingues qui veulent vraiment se faire peur. Allez, le chargement, on y va continuer. Les Hutuk. Oui, ça encore et toujours. Ok, et puis cette foutue intro, blum blum blum. Quickly, quickly, go, go, go. Allez, cette fois-ci, on va prendre ça. On ne saura pas ce que ça donne, mais au moins ça change. Tiens, on va prendre ça. Incroyable. Moi, je suis assez fan hein, de tout ce qui me ramène au jeu de rôle. Et depuis 5 ans déjà, depuis que j'ai découvert le Demeure de l'épouvante, c'est quelque chose qui s'en approche beaucoup. Ça ne va que en grandissant, en nous offrant des tactiques, enfin en nous offrant pardon, des options qui se rapprochent du jeu de rôle, c'est vraiment formidable. Alors là,
on est en mode martial, on va voir ce qu'ont les ennemis dans le corps. Vous voyez, c'est assez rapide en fait hein, de revenir. Vas-y Brin, dévoile-nous. Tiens, par contre, cette fois-ci, tu vas aller là. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Tu vas prendre celui-là. Plouch. Plouch. Le terrain ne change pas, je vous le rappelle. Le placement des éléments de terrain ne change pas. Placer un pion vu cette fois-ci, on a le bandit. Ah, tu m'arranges pas. Ah, on a le berserker là, ok. Alors, ce pion-là ne nous dévoile que 2 ennemis, mais c'est normal parce que celui-là à gauche nous en dévoile les 2. Ça doit vouloir dire que maintenant, si je valide celui-ci, on doit avoir notre 3e ennemi. À moins que, puisqu'on soit en mode martial, il augmente la difficulté. Tiens, parfait, il y a notre loup qui débarque. Ok, et alors, là ils sont toujours niveau 1, hein, on le voit ici. Et combien ils ont de points de vie, le loup? 28. On passe de 24 à 28. Ah, c'est pas si délirant que ça. Mais par contre, je vous rappelle qu'en mode martial, comment il frappe plus fort et ils ont un autre bonus. Hein. Et notre berserker était à 18 en mode normal. Il est à 21. Ah, c'est pas 4 forcément de plus, ça dépend des ennemis. Le bandit est à 20, mais je ne me rappelle plus à combien il était. C'est pas ça que je veux faire, c'est ça. Bon, quelques points de vie en plus. Ok. Et si on fait fin de phase? Phase des ténèbres. On applique les états, on défausse de la fatigue, nos ennemis agissent. C'est là où ça va jouer aussi, hein, je pense, dans l'utilisation de leurs compétences. Ah oui, alors j'ai pas précisé tout à l'heure, mais tous les ennemis vont jouer avant que notre phase de héros recommence. Hein. Ça ne change pas de ce type de jeu. Et là, à chaque fois aussi, hein, je vous rappelle qu'on a une orientation de ce que pourrait faire éventuellement au prochain tour le bandit. Dégaine plusieurs couteaux d'une main et une arbalète à répétition de l'autre. Est-ce que ça va pas vouloir dire qu'il va faire par exemple un déplacement, une attaque à distance, un déplacement pour se rapprocher au corps à corps et rebelote faire une attaque au corps à corps? Ça pourrait puer comme ça. Et on reprend notre phase de héros, la sauvegarde. Ok, bonjour, au revoir. Donc ça, c'était en mode martial. Donc on a un regain de santé. Et il nous reste une dernière chose à tester. Continuer, oui. C'est 2 choses à tester. Combien de sauvegardes on peut faire, enfin combien de campagnes on peut lancer plutôt. Et crac. Et là, c'est un test à 4 en facile. Bon, bah, et franchement, on aura fait pas mal le tour. Ça va faire une grosse vidéo, mais ça vaut le coup en mode croisière. Et tout à l'heure à 4, l'ennemi avait en moyenne 4 de plus de santé. Il frappait plus fort. Ah ouais, leur défense aussi augmente. Ah ouais, c'est chaud. Hein. Et en mode croisière, par contre, donc le Baby Friedrich, généralement, je joue en normal, moi. C'est plutôt ça. Et quand je fais découvrir un jeu la première fois à des joueurs, c'est plutôt en mode facile. Ou alors je leur fais en mode normal, mais en appliquant tranquillement moi de mon côté, sans forcément leur montrer des petits points un peu plus faciles pour qu'ils jouent normalement. Allez, ça passe. Coucou. Allez, on y va. Donc là, on a dit on est à 4 en facile. Les loups avaient 24 points de vie. Bah, je pense qu'ils vont tomber à 20. Si je leur en enlève 4, ça me paraît très logique. Blouch. Alors, à Blouch, presque. Clac. Allez, tu peux le faire. Ok. J'ai dit que nous étions 4. Pardon, madame. Rebelote, Brin se tape. Bah, Brin, elle aura pas dormi de la nuit. Hein. Ça fait 4 fois qu'elle monte la garde. La pauvre.
Ça ne change pas. On le sait, on le sait. Et on a dit les points de vie. Et oh, je pense que j'ai le clic bâtard. Il va falloir que je m'y habitue sur PC. Allez, venez, ramenez vos gueules. Clouch. Ouais, notre deuxième jeu. Ah merde, cette fois-ci on a des faits. Ah, Berserker est là, parfait. Est-ce qu'on peut avoir le loup? Enfin, je dis ah merde, non, c'est bien. C'est bien parce que encore une fois, ça change pour les ennemis, donc c'est cool. Le bandit, ah, on n'a pas les loups. Bon, on va donc comparer les points de vie avec les berserkers. 15. En mode normal, il en avait 18. Là, il perd 3 points de vie, donc ça veut dire que le loup perdra certainement 4 points de vie aussi. Ça me paraît très logique, ça. Le bandit en a 14. Bah oui, c'est ça, il en avait 18 tout à l'heure. Hein. Donc, ça, c'est respecté. C'est ça ce que je voulais voir. Comment c'était géré, ça? Eh ben, c'est bien. Quand on sait ça, on n'a pas de surprise quand on relance une partie. Alors, pourquoi j'ai fait ces tests? C'est parce qu'en fait, dans la doc, qui est vraiment très bien foutue, ils n'en font pas référence à ça, de donner ce genre de détails, alors qui ne me concerne principalement que moi, mais c'est pas grave. Comme ça, je suis détendu. Il nous reste une dernière chose. Est-ce que je peux redémarrer une campagne? Oui. Crac. Donc là, j'en suis à 4, non, 5. Je sais même plus combien de fois je l'ai lancé. C'est incroyable, ça. Et par contre, pour qu'elle soit prise en compte, je pense qu'il faut au moins que je lance le tout démarrage du placement. Clac, clac, clac. Alors, c'est quand on va vite qu'on fait des conneries, hein. Ça, vous le savez. Plouch. Replouch. Ok, ok. Phase totalement inintéressant. Alors, oui, j'en reprends 4, ça peu importe. Tiens, c'est Cyrus qui va monter la garde. Pardon, madame. Je suis d'accord. Ouais, donc faut tout valider, ce qui est normal. Là, vous voyez, c'est mon syndrome de clic effréné qui reprend le pas. Clac, sauvegarder quitting. Ouais. Et on va voir si j'en suis à 4 ou 5. Continuer. Comment on le voit? En faisant charger. Là, j'en suis à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ça a l'air plein là. On va voir si après la sixième, après la cinquième, on est autorisé. Sachant que la dernière sauvegarde que vous chargez, c'est celle qui va se trouver en haut. Je pense que c'est ça. Je reviens. Ah, j'aimerais bien faire une nouvelle campagne. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Je suis autorisé à le faire. Ça veut dire 6. Démarrer. Tiens, comme ça, parce que moi je m'en fous. Moi, je suis un dingue. Ça fait 6. C'est largement raisonnable. Hein. 5 déjà, franchement, c'est top. Bah, écoutez, on va pas cracher sur 6. Ah, je vous ai peut-être perdu, hein, les amis, hein, par contre. Hein. Ceux qui restent, chapeau bas, chapeau mou, hein, les gars. Parce qu'on est vraiment dans du, dans du décortiquage totalement inutile, donc absolument impératif pour notre santé mentale de joueur. Et puis crotte, hein, 170 € le bazar. Le Descent Légende des Ténèbres. Moi je veux. Tiens, on va jouer tout seul. Ah ben non, on peut pas. On peut pas, faut au moins être 2. Couillon. Qu'est-ce qu'on a dit, Friedrich? On valide tout avant de quitter. Je vais juste
essayer d'en recréer une pour voir si ça n'est pas vraiment la limite. Et après, on passera aux options des sauvegardes, justement. Pour finir cette vidéo qui a été un peu interrompue, mais je suis désolé, ça sonne souvent le téléphone parce que je vous rappelle que je suis en phase de déménagement. Et à 5 jours du déménagement, il y a plein de trucs qui s'affolent, des trucs de merde, hein, bien sûr. On peut en créer une sixième, bravo, une septième, bravo. Vraiment bravo. Ça, c'est balèze. Et dernier point que je voulais voir, quand on fait charger une campagne, nous pouvons... Ah ouais, bah là, on scrolle hein, au bas. Quand on fait charger une campagne, par exemple celle-ci là, ah ouais, on peut modifier. Alors, on peut charger une version antérieure de cet emplacement de sauvegarde. Alors ça, c'est balèze. On peut remonter sur... un emplacement visiblement, enfin un tour avant. Sympa. L'option restaurer ici. Rétablit cet emplacement de sauvegarde à la dernière fois que vous étiez dans une cité. Ah ok. Le scénario que vous avez lancé, que ce soit un scénario de campagne ou un scénario annexe, ne vous plaît pas. Carrément. Admettons, scénario annexe, on avait le choix de deux. Celui que j'ai pris, il est vraiment pourri. Je restaure au dernier emplacement de cité et je fais le second scénario annexe qui m'était proposé. Ou alors, je joue en mode normal, mais il s'avère que j'ai fait que de la merde pendant 3 tours. Allez, je relance mon scénario parce qu'il me plaît, mais je préfère tout recommencer. Excellent, vraiment excellent. Et puis bien sûr, dernière option, hein, ferme et définitive, je supprime carrément cet emplacement de sauvegarde. Super, je reviens ici. Je vous la mets en grand parce que j'ai le droit de le faire, je pense. Ah, je suis pas habitué hein, pour l'utilisation. Il va falloir que je fasse un sérieux apprentissage. Voilà, je voulais vous faire ça juste pour le fun, ça n'a strictement aucun intérêt, mais pour vous dire que eh ben merci en tout cas d'avoir suivi. Moi, ça m'a déverrouillé beaucoup de points d'interrogation que j'avais. J'aime bien faire ça. Encore une fois, avant de me lancer dans la campagne. Là, par contre, il va me falloir un petit peu de temps, au moins 3 semaines, je pense, hein, avant de pouvoir vraiment y jouer une fois que je me serai posé. Mais c'est cool. C'est vraiment cool. Bravo à FFG. Alors, vraiment, ils nous ont fait quelque chose de très souple à la fois, de cohérent, de condensé dans une appli. Attention, les joueurs qui n'aiment pas jouer avec une appli et qui souvent disent ah ouais mais ça nous sort du plateau et on a le nez souvent plus sur l'application que sur notre table de jeu, là je pense que ce sera le cas puissance 10. Vraiment, vraiment. Bon, moi ça ne me gêne pas, je trouve que ça ramène une façon de jouer qui est encore différente et je suis très friand de ça. Je vous laisse, je vous dis à très vite pour d'autres choses. Ciao, ciao.